Il fallait ce qu'il fallait, hein? Bonjour à tous. Bonjour, je suis un peu à la bourre, mais je n'ai pas eu le choix, n'est-ce pas? J'étais en ligne et en fait, comme j'étais en ligne, je n'ai pas pu raccrocher comme je voulais. Je n'étais pas libre de mes mouvements. Alors, bonjour à tous, j'espère que ça va. Reprise de l'émission. J'ai la sensation on va essayer de faire un truc avant, ouais, parce que je pense que voilà, ça sera mieux si je fais ça, parce que j'ai déjà remarqué que malheureusement, en fonction de l'éclairage, si les ISO sont trop blancs, voilà, ça saccade. Là, je pense que ça ne saccadera pas. J'espère que tout le monde va bien. Pensez à liker, pensez à partager cette émission. On va pas aujourd'hui, je ne vais absolument pas, comment dire, je ne vais absolument pas. Alors, j'ai des logements à analyser, mais je le dis tout de suite, je ne vais pas les analyser. J'espère surtout et avant tout qu'il ne va pas y avoir de problème. Par contre, j'ai un problème avec le chat, je ne vous vois pas. Vous m'excusez, mais j'ai un souci de chat. Pourquoi, je ne sais pas, mais... Ah voilà, ça y est. Salut Thomas, salut à tous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un problème avec le chat. J'espère que ça va aller. Salut Mohamed, salut Thomas, salut Jean-Pierre. Toujours à Narbonne, tout va bien. Narbonne, c'est une très belle région. Je vais inverser. Je suis désolé, hein. J'ai démarré le plus vite possible. J'ai un dernier problème, j'ai pas le chat là-dessus. Donc, pourquoi? Oh, décidément. Bon, je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis en direct? J'ai pas l'impression d'être en direct là. C'est quoi ce barouf? Ah voilà, c'est là. Ah oui, je n'étais pas sur le bon. Je me disais, c'est bizarre, je ne me reconnais pas. On est bon. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, petite émission qui va être un petit peu improvisée. Il ne faut pas m'en vouloir. Je vais me lancer dans divers éléments. N'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu particulier pour moi. J'ai pas eu, voilà, la matinée s'est enchaînée. J'ai pas eu, d'habitude, j'ai toujours un sujet de préparé. J'ai vraiment pas envie d'analyser des photos parce que je sais qu'il reste des photos. On va les analyser dans la semaine. Je sais qu'il en reste, mais du coup, j'ai pas du tout envie de les analyser parce que je les ai pas préparés. Donc j'aime bien quand même préparer un minimum. Voilà. Là, au moment au moment où j'allume ces caméras, je viens tout juste de raccrocher avec un client et donc voilà, je reprends la suite. J'ai pas du tout envie de faire ça mal entre guillemets. Salut Sandra, salut à tous. Bon, alors, je vais essayer de traiter le sujet que je viens de mettre, vivre de l'immobilier maintenant, parce que c'est vrai qu'on on a une situation assez particulière actuellement. J'ai mis ce tableau, cette couleur-là. J'ai changé, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai changé de logiciel aujourd'hui. J'avais envie. On va prendre une couleur plutôt sombre. On va prendre un style d'écriture pointe fine qui va écrire en blanc, pointe machin qui va écrire voilà. On va réduire d'un trait ici et on va réduire d'un trait ici. Et normalement, donc là, je suis du mauvais côté. Ici, j'écris en blanc. Ici, j'écris en noir. Voilà. Alors, je vais un petit peu vous expliquer quand même la suite. Demain, j'ai une personne qui va venir s'occuper de reconnecter tout le système à Internet de façon différente. Donc, normalement, les lives vont mieux marcher dans les semaines qui arrivent, ne serait-ce que par rapport au débit, parce que je vais être connecté en direct. Ça, c'est de la technique, vous en fichez. Mais surtout, l'écran, là, actuellement, il est connecté que en Wi-Fi, ce qui limite sa capacité. Et donc, à partir de demain, il devrait être connecté en direct, ce qui va nous permettre de faire plus de choses. Donc là aussi, on découvrira ensemble, je ne sais pas tout, mais je devrais pouvoir utiliser d'autres interfaces, ça va être cool. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que là, dans les semaines qui arrivent, les lives vont évoluer, ok? Et c'est plutôt positif parce que ça va nous permettre de faire, entre guillemets, plus de choses. Moi, je suis content quand je peux faire plus de choses. Voilà. Je vais récupérer des nouvelles lumières à la fin du mois pour avoir un meilleur éclairage et on devrait s'occuper aussi de la table, etc. Voilà, c'est pour vous dire que là, je vais pouvoir m'occuper
de cette salle. Je vous avoue que j'ai un chantier qui a pris énormément de retard, qui a mis tous les autres en retard et qui est en train de se terminer. On est assez content. Donc, c'est vrai que pour moi, ça signifie que les choses vont avancer. Voilà. Et ça, c'est positif. Il faut bien qu'il y ait des choses positives. Je vous rappelle que je vous remercie et pour le livre. Il y a eu un pic de vente au mois de mai sur mon livre. Donc, merci à tous. Il est à nouveau disponible sur Amazon. Il a été indisponible. Devenir riche sans argent. Et au passage, je voulais vous dire que le prochain bouquin avance. Comme je vous ai dit, il y a des intervenants en plus. Ça m'a pas mal ralenti, mais on y travaille. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler de comment vivre de l'immobilier en 2021. Parce que la vérité qui se cache derrière cette question, en réalité, c'est le problème du Covid. Voilà. Alors, j'ai vraiment envie de faire un petit point là-dessus. Déjà parce que hier, j'ai eu une discussion au téléphone avec un client et que j'ai envie un peu de vous expliquer du coup le processus de ces clients-là, où ils en sont, où ils vont, comment, en tout cas en ce qui me concerne, je les ai plus ou moins orientés et les conséquences. On va faire ça comme ça. Les conséquences du Covid. Voilà. À l'heure actuelle. Voilà. J'ai réellement envie d'aborder le sujet comme d'habitude. Là, je ne vous vois pas. Je n'ai pas vos commentaires. Vous me posez vos questions. J'y réponds après. On va simplement aborder ce sujet-là dans un premier temps et après, j'interagis avec vous. Donc, pour que vous ayez une notion de leur situation rapide et de là où je les emmène, je vais vous expliquer leur histoire en 3 étapes. Première étape, ça commence bien. Première étape, ils achètent un logement sans mois. On va dire que premier investissement, on va écrire petite marge, ok? Parce que c'est la réalité du truc. Ils ont fait un premier investissement indépendamment de ma personne. Donc ici, je vais mettre une croix pour signifier que en fait, ce n'est pas moi qui ai un lien avec ce premier investissement. Je ne cherche pas à m'en désolidariser. Le fait est que quand ils sont venus, ça s'est passé comme ça. Deuxièmement, indépendamment du fait qu'il y a eu une formation chez nous, etc., je ne parle pas de ça. Considérez que sur la deuxième partie, indépendamment de la formation, ils ont un lien avec nous. On est sur un logement qui va leur apporter… Ah punaise, on n'est pas sur le truc de la… Et oui, celui-là, je ne sais pas comment on fait pour avoir la calculatrice. C'est sympa, mais on peut faire une multifenêtre, séparation en 2 parties. Qu'est-ce qui va se passer? Je découvre avec vous. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. C'est cool. Le contenu sera enregistré qui était quand même annulé. Non, bon, c'est pas ça que je voulais faire. Là, j'ai fait un truc. Je me suis lancé dans un truc. OK. Bon, voilà, on revient là. C'est pas mal. On va faire rapidement parce que j'ai pas ma calculatrice. Est-ce que si je fais ça, je vais l'avoir? Oui, parfait. Voilà, super. J'ai le montant de leur crédit depuis hier. Donc, je vais calculer la marge. C'est ce qui va vous intéresser. Voilà. Donc, ici, avec notre intervention, parce que ce n'est pas que la mienne, on est sur 271 € de marge. Pour vous donner juste une notion, je crois qu'ici, on est sur 80 €. Et honnêtement, j'avais fait le calcul avec eux. Si on mettait la fiscalité, si on mettait tous les éléments, en fait, ici, on est plutôt sur une opération blanche. Voilà. Et la vérité aussi, parce que je veux quand même, c'est important pour moi que vous ayez vraiment toute la réalité de la situation, c'est que ces 271 € de marge, ça n'est pas la réalité. Il y a au moins 100 € à retirer de ces 271 € qui nous amènent à 171 € de marge, parce qu'en réalité, il y a des charges et des éléments qui vont venir en déduction. Et donc, leur deuxième acquisition, dans tous les cas, moi, je préfère dire que leur marge va être aux alentours des 100 €. C'est pas énorme, mais ils gagnent de l'argent. Contre, de l'autre côté, une opération blanche, parce que j'ai plus les chiffres en tête de leur première opération. D'abord, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc, je veux pas dire de bêtises. La vérité, c'est que ce deuxième logement qu'ils achètent implique pour eux beaucoup de changements. Et on va parler du troisième élément, parce que c'est ce que j'ai eu hier. Je vais vous montrer comment, en tout cas dans ce cas-là, on fait la bascule. Donc, on est sur des personnes qui sont normales. Donc, c'est quoi normal?
on va dire qu'on a une moyenne de revenus qui est de 3, pour le couple, 3 300 € par mois. OK? C'est un couple qui gagne 3 300 € par mois. Donc, ça, c'est ce qu'il gagne à l'année. Ça vous fait globalement du 40 000 € par an. Je ne vais pas faire le calcul précis. Je ne suis pas là pour ça. On n'a aucun crédit conso. D'accord? Ça, c'est important. Je veux quand même que vous l'ayez en tête. Et surtout, attention, je veux quand même le préciser, on a un loyer qui est dans les 500 €, ce qui est très bas. Je veux le préciser parce que ça a, à mon sens, un réel poids dans leur profil à eux. Des personnes qui n'étaient pas prédestinées à se lancer dans tout ça, ils ont acheté un premier appart, ils sont en train d'acheter le second et tu vas voir que ça va évoluer pour eux. Voilà leur profil. Aucun crédit conso et aucun crédit tout court d'ailleurs. J'ai mis conso, je vais le mettre entre parenthèses. Aucun crédit de rien en fait. Pas de résidence principale, locataire pour 500 € par mois. Ils ont tous les deux un travail. Leur revenu, c'est dans les deux cas, on est sur du CDI et on n'a pas de particularité. Aucune aide parentale, de l'épargne. Je veux quand même le préciser aussi. Je suis pas là pour vous donner le montant de leur épargne. Vous allez voir que ça n'est pas important. Et je vais juste vous montrer très rapidement comment on a défini une stratégie rapide, parce que l'objectif, en fait, pour être tout à fait transparent, c'est que dans le couple, il y a une des deux personnes, peu importe laquelle, ça aussi, c'est pas important. Mon but ici, c'est je cherche à déshumaniser la chose pour que tu puisses t'y identifier. Dans le couple, il y a un des deux qui estime qu'il ne gagne pas bien sa vie. Et ça tombe relativement bien parce que cette personne-là, elle a non seulement la capacité à créer son entreprise, mais elle a la volonté de la créer. Quand je dis qu'elle a la capacité, c'est que je parle avec cette personne et du coup, je me vois bien qu'elle a vraiment, un état d'esprit entrepreneurial, mais surtout, elle a envie. Donc, l'envie plus la capacité, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, le revenu est nécessaire. C'est-à-dire que même si les 1300, il y en a un qui gagne 2000 et l'autre qui gagne 1003. Donc, même si les 1003 sont mal payés, mal rémunérés pour le travail, ils sont nécessaires au couple parce que c'est leur mode de vie, etc. Donc, l'idée, c'était de dire, Nicolas, moi, j'aimerais, parce que 1300 € à remplacer avec de l'immobilier, ça n'est pas infaisable. Ça n'est pas impossible. Et je vais te le prouver. Tu vas voir que très rapidement, en quelques coups, c'est le cas de le dire, on n'est pas aux échecs, on n'est pas aux dames, mais tu vas voir qu'en quelques coups, on peut réussir à prendre un virage de vie dès l'instant que tu considéreras, et ça je vais aussi te prévenir, ce que je vais te montrer là, c'est à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que ça reste, on n'est pas sur des très gros revenus, on a un objectif qui est raisonnable et raisonné, pas compliqué à atteindre, et tu vas voir qu'on va y arriver. Donc, on a aujourd'hui un premier achat qui a été effectué. Cet achat, il a été effectué avec de l'apport. Les frais de notaire, ils ont été financés ici. J'ai écrit en noir. Je pense pas que ça se voit très bien à l'écran. Je le vois sur le retour, mais tu comprendras. On va changer peut-être la couleur noire pour une couleur un peu plus visible. Voilà, non. On va prendre ça et on va faire ça en jaune. Voilà, ouvert. Moi, les couleurs, j'ai un problème. Donc, vous n'allez pas m'en vouloir. Donc, ici, on a les frais de notaire. Et la croix, c'est pour dire que c'est pas moi. Les frais de notaire qui ont été financés dans un premier apport, dans un premier achat. Là, accroche-toi, et crois-le, tu vas peut-être pas le croire, mais je leur ai conseillé de faire un 110%. Pourquoi? Et je veux vraiment que tu écoutes, on est en 2021. Le cas que je suis en train de te donner ici, il date d'hier. Donc, j'ai eu les clients hier au téléphone, un dimanche. Je suis un peu fatigué, j'ai l'impression que cette semaine ne s'est pas arrêtée. Samedi, en plus, j'ai vu un collègue de travail, enfin un ami qui est aussi un collègue de travail. Et du coup, à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est passé, on s'est retrouvés tous les deux dans la soirée et j'ai parlé travail. J'ai bossé en fait avec lui. C'était génial, hein. C'est un pote, donc il n'y a pas de problème. Mais les amis que tu côtoies dans le travail, tu as la tendance, même dans le cadre de l'amitié, à déraper sur le travail. Bref, c'est pas grave, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu travaillé tous les jours de la semaine. Donc hier, je parle avec eux et ils m'annoncent qu'ils ont trouvé un financement à 110% et accroche-toi. Donc là, tu l'auras compris. Enfin, tu l'auras peut-être pas compris. Le montant du loyer, c'est 550 €. Le financement qu'ils ont, c'est 778 € avec apport.
et ils ont trouvé 278 et ils ont trouvé un financement sans apport pour 1 euro de plus. 1 euro de plus et on leur prête pour 279 euros par mois au lieu de 278 avec apport sur le logement. Alors, il y a une différence de taux, c'est certain, mais je voulais quand même te le dire parce que c'est important. Et il y a une raison pour laquelle je leur ai conseillé de faire du 110% et j'ai envie que tu l'entendes. Dans un cadre comme celui-là, je sais pertinemment qu'ils ne vont pas pouvoir, au vu de leur profil, enchaîner facilement les projets. Ils n'ont pas une situation qui va leur permettre de récupérer de l'argent de quelque part. Ils sont dans une situation de tout le monde en fait. Et du coup, là où je leur ai dit ici de faire ce fameux financement à 110% parce que j'anticipe le prochain achat. Donc, 1, ici, un appartement. 2, un appartement. Ici, je te l'écris en jaune, on va leur faire acheter un immeuble. Pourquoi? C'est un cas d'école qui est vraiment super intéressant, c'est parce qu'avec l'immeuble, je vais chercher à leur faire obtenir, alors on va essayer, c'est toujours pareil, j'ai pas de boule de cristal, on va parler du Covid après, c'est le point difficile du dossier, mais on va le voir ensemble. On va essayer de leur faire acheter un immeuble qui dégage 1 000 euros de marge. 1 000 euros de marge, regarde, là, c'est en train de se mettre en place, l'air de rien, tu t'en rends compte, même si tu vas me répondre, Nicolas, tu as dit que c'était du brut, 1 000 euros de marge plus 1 271 euros, on est sur du brut. Ça nous fait 1 271 euros. Bon, là-bas, je considère que c'est une opération blanche, mais je crois qu'on, voilà, comme je te dis, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on peut rajouter un petit quelque chose par-ci, par-là. Après, j'ai conscience et je veux pas que tu crois que je l'évite. Hein. Il y a la question de la fiscalité qui va se poser, mais ici, pour avoir ces 1 000 euros de marge, on va aller chercher quelque chose avec des travaux. Il n'y a pas de magie. Et justement, le côté entrepreneurial de la personne du couple qui veut se lancer, je vais le mettre au travail rapidement pour lui permettre, en anticipant sur ce bâtiment-là et sur cet achat-là, le travail qu'il va fournir, un petit revenu complémentaire. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que, donc ça c'est fait, ça c'est OK, ils l'ont fait. Ça, c'est en cours, ça va se faire. Ensuite, on va se mettre en recherche, on va anticiper l'achat de ce bien-là. Et lorsqu'on aura trouvé le bien qui correspond à sa recherche, on va aussi anticiper le travail qu'il va fournir à l'intérieur pour anticiper un revenu qu'il va prendre lui-même sur ses travaux, sur le budget des travaux qu'il va mettre en place, pour que non seulement il s'occupe de l'immeuble, il optimise sa marge, mais qu'à l'arrivée, il puisse, en passant de là à là, quitter son travail et envisager après de se mettre à son compte ou de faire ce qui l'intéresse. Il y a un point hyper important que je dois finir et que je veux que tu mettes dans un coin de ta tête. Bien évidemment, tu l'auras compris, ce premier investissement, quand ce cursus sera terminé, va de lui-même être remis en cause pour plusieurs aspects évidents. Premièrement, on est en dessous de ce qu'ils ont été capables ou de ce qu'ils seront capables de faire de là à là et depuis qu'on travaille ensemble. C'est la première des choses. Mais surtout, deuxièmement, il suffirait même qu'ils arrivent juste à reproduire ce schéma-là de l'autre côté pour arriver à avoir le revenu qu'ils convoitent au départ. Alors, j'ai conscience et je veux préciser que on n'est pas sur des montants élevés. Quand quelqu'un te demande 1 300 euros par mois en compensation de son revenu, on est sur un cas facile. C'est pas compliqué. Ça demande du travail et du temps, surtout du temps, parce que c'est le dernier point, on va en parler dans un instant, parce qu'il y a eu le Covid et que, en toute franchise, le Covid, ça, c'est une de ses conséquences principales, c'est la raréfaction de certains produits. Alors, je dis pas que on les trouve plus, je dis qu'il y en a moins en fait. Et du coup, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux que tu retiennes? Premièrement, alors déjà, il y a une chose que je veux que tu entendes, c'est que le financement à 110%, je suis le premier à ne pas le préconiser, mais tu vois que dans certains cas, je suis capable de dire, là, il faut que tu le fasses. Pourquoi je leur fais faire? Il y a une réflexion qui est toute bête. Je leur fais faire là parce que très rapidement, en fait, ils ont l'apport pour financer l'achat de ce bien-là, ils ont de l'apport. Mais en fait, cet apport, s'ils le conservent pour aller chercher un immeuble, ça leur permet plus vite de se retrouver dans la situation qu'ils espèrent, qu'ils attendent, qu'ils désirent, celle pour laquelle ils auront fait tout ça. Et ça aura été relativement rapidement. C'est-à-dire que là, ici, on parle de 2 logements en moins d'1 an. Shit, il était encore vivant ce truc. Ici,
Les deux, donc on va mettre 1 plus 2, d'accord? On est sur moins d'1 an, d'accord? Et ici, et c'est là que ça va être intéressant, pour moi, je vais considérer, alors ils en auront pour moins d'1 an, mais tu peux rajouter une année, parce que le problème, c'est que, voilà, comme je viens de te dire, effet Covid oblige, tu ne tombes pas sur ce que tu veux précisément au moment où tu le veux. Et ça, on ne pourra pas, voilà, je ne pourrais pas l'inventer, c'est comme ça. Donc, le 110% pour leur permettre d'avoir de l'apport pour basculer directement sur de l'immeuble, ce qui veut dire que le 110% est possible. Je suis le premier à vous avoir dit que ça se compliquait pour l'obtenir, mais là, on voit que c'est possible. Et on est sur un dossier basique. Donc, je voulais aussi un petit peu faire cette émission pour que tu l'entendes, que tu l'aies en tête. Le 110% est toujours possible. Il le sera toujours, en fait. C'est encore une fois une question de dossier, voilà, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour les obtenir. Il faut que vous le gardiez en tête. Deuxièmement, l'immeuble, ça restera un point d'interrogation dans le sens où je dis qu'il y en a pour 1 an, ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépendra de comment tout ça va s'arranger. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir, me dire des choses, voilà. Salut Gabi, salut Hervé, salut à tous. Si tu as besoin de conseils, demande à ta fille, elle sait faire. Comment tu fais une offre d'un immeuble où les appartements sont déjà rénovés et loués, mais où il reste des appartements à créer? Fais-tu l'offre avec travaux des logements à créer ou une offre avec des travaux sur les choses à améliorer dans les logements existants? J'allais répondre et je me suis ravisé, tu as vu? Donc, on va prendre ce cas qui est aussi intéressant. Tous les cas sont intéressants. Donc, je vais résumer. Hervé, on a un immeuble. On a un immeuble avec, donc si je comprends, une partie qu'on va faire comme ça, qui est louée. J'écris sur le côté, c'est pas facile. Louée. Et on a une partie ici qui est de la rénovation, qu'il faut rénover. Tu me poses la question de dire, je regarde en même temps parce que ta question elle est intéressante, mais il faut qu'on la comprenne. Comment fais-tu l'offre d'un immeuble où les appartements sont déjà rénovés et loués, mais où il reste des appartements à créer? Fais-tu l'offre avec des travaux du logement à créer ou une offre sans travaux ou les choses à améliorer? Ouais, j'ai compris. Alors déjà, il y a une chose que je veux quand même te préciser, qui est pour moi essentielle, c'est que tu es en train de me décrire une situation, c'est très bien, mais j'ai une question pour toi, moi, à mon tour, et que tu dois valider. Quel est l'état d'esprit du propriétaire? Je m'explique. Je m'explique. Le problème réel dans cette situation-là, c'est que si pour lui, si pour le propriétaire, cette partie, eh bien en fait, elle n'existe pas, tu vas lui parler d'une chose qu'il ne prend même pas en considération. Donc la première question que moi j'ai besoin de savoir, enfin que tu n'as pas besoin de me répondre dans les commentaires, hein. Ça c'est un truc que je te dis. La première chose que j'ai besoin de savoir dans ce genre de négo, c'est quelle est la considération, comment le propriétaire voit son immeuble, qu'est-ce qu'il en attend, lui. Il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps, en ce moment, on est sur un bâtiment très particulier que j'espère qu'on va rentrer dans l'agence. Je suis le dossier parce que je connais très bien cet immeuble et notre problème, c'est l'état d'esprit du propriétaire. Le propriétaire a un état d'esprit par rapport à son bâtiment qui est absolument pas compatible avec la réalité du marché. En gros, je te la fais très simple, le propriétaire voit son bâtiment beaucoup plus cher que ce qu'il ne vaut. Et du coup, la difficulté, c'est justement de lui faire voir que les seuls points positifs que lui voit sur son bâtiment, à cela s'opposent des points négatifs qui sont assez embêtants. Donc déjà, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, moi, quand je fais une offre, si tu veux, je fais une offre en fonction de plusieurs paramètres. Effectivement, je prends en considération les travaux éventuels s'il y en a. Dans tous les cas, surtout s'ils sont visibles et importants pour le projet, tu ne peux pas les éluder. Donc, dans la mesure où ça devient des arguments de négo et c'est pris en considération par le propriétaire et il l'entend, je vais jouer de ces éléments-là s'il y a matière. Après, bien évidemment, on va s'entendre parce que je veux que ce soit bien clair et je comprends la particularité. Imaginons que ton bâtiment,
je te dis vraiment un truc que j'aime pas faire, mais je vais te dire, il te soit vendu à 10% de renta en l'état et derrière, tu sais que tu as des possibilités d'amélioration. C'est-à-dire que si tu fais la réno, tu peux aller chercher du plus. Mais en l'état, il est déjà vendu à 10%. Bien évidemment que c'est plus compliqué parce que si tu es en train de le visiter, c'est parce que quelque part, le prix, il t'intéresse. Donc, si tu veux, ce qui est dur dans les négos, et c'est ça, et pour moi, c'est pour ça que j'ai commencé par te parler de ça, c'est justement, qu'est-ce que les gens en face, ils ont dans leur tête? Parce qu'il y a des personnes avec qui tu vas pouvoir réellement leur faire comprendre et leur mettre en avant des problématiques qui seront non seulement prises en considération, mais entendues. Et tu en as d'autres, ils s'en foutent en fait. Ils vont te dire, voilà, moi j'en veux ce prix-là, tu payes ou tu dégages. Et c'est là où ça devient compliqué. Les rendements sans les logements à créer est déjà bon, tu vois, je ne l'avais pas lu, au-dessus des 9%. 5 loués, 4 à créer. Et ouais, mais bon, là, c'est ce que je te dis en fait. Tu es venu sur ce projet-là parce que déjà le projet t'intéressait. Donc après, en gros, je comprends ta situation. C'est-à-dire que toi, tu es là et tu voudrais encore négocier pour gagner plus. La question, moi, écoute, je ne connais pas ton marché. La question que tu dois te poser, c'est quel risque tu prends à pousser le bouchon. Il y a des marchés sur lesquels ça vaut le coup de pousser le bouchon et ça vaut le coup d'aller chercher des plus grosses rentas, voilà, plus. Il y a des marchés sur lesquels tu peux le faire. Mais après, soyons honnêtes, il y a des marchés sur lesquels tu ne peux pas le faire. Je pense au marché lyonnais. Si tu étais sur un marché comme Lyon, tu ne serais pas en train de me poser la question parce qu'il y a des rentas à Lyon qu'on ne trouve plus et dès qu'on les obtient, on fonce. Donc, est-ce que, voilà, réellement, c'est ça? Ouais, mais Hervé, après, si tu veux, tu vas me donner plein d'éléments. Même si je t'avais au téléphone, un dossier, si vous voulez, c'est intéressant, c'est intéressant ces sujets-là parce que si vous voulez, les dossiers s'apprécient aussi à la visite. C'est-à-dire que regarde, là on parle d'un immeuble que je ne connais pas, que je n'ai pas vu, sur lequel tu me dis il y a 4 logements à créer. Moi regarde, je vais juste te donner un exemple, un contre-exemple. Moi j'ai un immeuble sur lequel je suis allé la semaine dernière, qui est en train de me gratter, qu'à le dire, je me gratte en le faisant, qui est en train de me gratter parce qu'il va falloir qu'on s'y mette sur cet immeuble. À un moment donné, on a un bâtiment sur lequel on a 2 logements et on peut créer 2 logements. Voilà. Là, je te parle d'un immeuble très précis que j'ai encore et que j'ai en tête. Donc, au départ, j'avais 4. En fait, il y a plusieurs. C'est un bel immeuble, il est assez gros, dans le sens, il y a plusieurs étages. Et voilà, il y a plus de 3 étages. On est plutôt sur 5 niveaux, d'ailleurs, si tu veux tout savoir. Et en fait, on a déjà une partie qui est louée et on a une autre partie qu'on vient de relouer finalement de manière assez surprenante. Et on a encore d'autres parties qu'on peut rénover. Et dans ces parties-là, on peut, comme toi, créer des logements. Je veux que tu écoutes ce que je vais dire, c'est vachement important. Mais tu vois, au moment où je te parle, et plus j'avance, plus c'est sûr, je ne créerai pas ces logements. C'est-à-dire que au lieu de créer ces logements, je vais garder mes 2 logements et je vais faire 2 grands logements. D'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que je ne l'ai pas vu ton bâtiment. Je ne connais pas la structure de ton marché. Il y a plein d'éléments que je ne maîtrise pas et dont je n'ai pas les cartes en main pour pouvoir te répondre. Parce que là, typiquement, on est dans un cas comme le tien. Est-ce que voilà, le marché sur lequel tu es, est-ce que ça vaut réellement le coup de faire 4 logements de plus? Et même si tu me réponds, il faudra qu'à un moment donné, il faut voir. Il faut voir. Donc, c'est vrai que moi, je reçois des questions des fois où les gens me donnent tout leur pédigré, mais voilà, la décision, tu dois la prendre avec la situation telle qu'elle est. Si à 10%, c'est intéressant que tu as de la création en plus et que c'est intéressant, achète-le. Si tu peux avoir mieux et que ça peut te rapporter plus d'argent, négocie. Après, le marché sur lequel tu te trouves, c'est lui qui doit te donner le tempo de ta négociation et pas moi en fait. Moi, je m'adapte au marché où je me trouve en fait. Je vais pas me comporter de la même façon sur un marché ultra tendu que sur un marché où je me dis bon c'est bon, j'ai le temps et tant bien même j'arrive pas à m'entendre avec ce mec-là, je sais que dans X mois, le bien sera toujours à la vente parce que le marché n'est pas tendu. Tu vois, la différence en fait entre un marché tendu et un marché pas tendu et du coup les comportements que tu me demandes, ça se situe réellement à ça. Sur les marchés tendus, si tu joues à ce jeu-là, quelqu'un d'autre achètera à ta place et le bien, il va partir. Sur les marchés pas tendus,
C'est pas pareil. Et encore que, je veux quand même vous le dire aussi de façon tout à fait honnête, même sur les marchés tendus, tu peux être patient en fonction de ce qui est demandé en face. Il y a vraiment beaucoup de facteurs que je pourrais pas maîtriser malgré toutes les informations que tu vas me donner ici pour répondre à ta question. Et la réponse, tu l'as déjà. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est de bien réfléchir à tes projets et surtout, la création de logements, c'est pas toujours la meilleure solution. Voilà, pense-y. Nous, tu vois, on est. Alors peut-être qu'après aussi, c'est ma situation qui fait que je suis plus dans cette démarche. J'ai été dans cette démarche de créer des logements parce que j'avais besoin d'avoir des logements à un moment donné. Aujourd'hui, c'est plus ce que je cherche. Voilà. Donc à réfléchir malgré tout. Vraiment très intéressant tout ce que tu dis. J'aimerais acheter ton livre. Peux-tu me dire les grands axes de celui-ci? Qu'est-ce que je vais apprendre? Lucas, merci. Écoute, bon, c'est un livre. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Déjà, ce que je vais te dire sur mon livre, dont je suis très fier, c'est qu'il n'y a pas de pub à l'intérieur. Voilà, c'est pas un bouquin qui t'envoie sur un énième truc. Après, ce que je vais te dire, c'est le point positif, c'est que tu as un peu de temps de lecture parce qu'il est un petit peu épais. Le point négatif, c'est que du coup, il est épais et que tu as du temps de lecture. On a les avantages, les inconvénients. Dans la première partie, tu vas voir surtout comment j'ai galéré pour arriver justement d'une situation vraiment comme celle qui est là. C'est-à-dire que moi, j'avais une situation, tu sais, je vais te dire un truc que j'ai dit à la personne qui gagne 1300 € par mois. Je lui ai dit au téléphone, moi, j'étais destiné à ça. Hein. Moi, je suis typiquement le genre de mec, je suis sorti de l'école sans diplôme. J'ai eu le bac en candidat libre, tu vas le découvrir dans le livre. Je suis sorti de l'école sans diplôme et j'étais dans une situation comme la sienne, c'est-à-dire que j'ai jamais été employable, mais les quelques petits boulots, quand j'en ai trouvé un ou deux par-ci par-là, ce qui était très rare parce que personne ne voulait m'employer, c'était quoi? C'était des boulots qui auraient fini à 1200 ou 1300 € au mieux avec un 13e mois. J'aurais fait quoi? Même aujourd'hui, des fois, même encore aujourd'hui, j'y pense et je me dis, mais avec 1300, qu'est-ce que tu fais quoi? Moi aujourd'hui, si je gagnais 1300, je ne ferais rien, tu vois. Même pas les vacances que je me paye, je ne ferais rien. Voilà. Donc c'est sûr que j'aurais même pas les projets que j'ai. Donc dans mon livre, tu vas voir. Alors moi, ma situation était quand même différente. Hein. Nous, moi dans mon livre, tu vas voir comment je suis parti de dettes, puisque moi ma mère elle avait des dettes, et comment on a fait. Et tu vas surtout voir les sacrifices dans la première partie qu'on a fait pour y arriver. Et dans la deuxième partie, qui est peut-être un petit peu moins, j'ai pas voulu faire un manuel scolaire, mais c'est sûr que c'est un peu moins fun à lire que la première partie. Dans la deuxième partie, tu vas avoir des règles, des règles financières qui vont te montrer comment tu peux mettre en place des stratégies concrètes dans ton quotidien. Moi, une règle que j'adore, que je dis à tout, que j'aime bien répéter parce que c'est vraiment moi ce que l'école m'a marqué avec ça. Alors, elle a été écrite d'une autre façon sur le livre, mais moi j'appelle ça la règle du 1 égale 2. Donc en page 369, investir une fois, gagner deux fois. C'est-à-dire que moi, quand j'essaye de faire les choses, j'essaye de mener une action qui me produit plusieurs résultats. Ça fait partie des choses que tu vas apprendre dans le livre. C'est ça, cette règle, je la répète tout le temps. À l'école, tu vas faire un devoir, tu vas avoir une note. On va te demander de faire un exposé, on va te donner un livre, tu vas devoir l'apprendre, tu vas avoir un résultat. Donc on apprend que 1 égale 1. Moi, j'aime bien, par exemple, tu vois, acheter un immeuble. Et du coup, j'ai acheté plusieurs appartements dans l'immeuble. Je suis passé qu'une fois chez le notaire, mais j'ai eu un lot de quelque chose. Au lieu d'acheter des lingots d'or ou de je ne sais quoi, je vais plutôt acheter des louis d'or parce que j'ai la valeur du louis d'or plus la valeur de la monnaie, c'est-à-dire la valeur de l'or en lui-même, la valeur de la monnaie de l'or. Tu fais fondre le louis d'or et tu obtiens la valeur de l'or. Mais le louis d'or en lui-même, comme c'est une monnaie qui s'est rarifiée, c'est aussi une autre valeur, quoi. Du coup, tu as une double valeur avec un seul achat. Voilà, j'aime bien. Si tu veux, optimiser mes actions, ou en tout cas que mes actions me permettent toujours d'avoir plusieurs possibilités. Dans le bouquin, tu vas avoir plein de petites règles comme ça qui vont te montrer ce que moi j'ai mis en place dans ma vie et que j'estime que tu peux mettre en place dans la tienne pour réussir en tout cas à changer, à sortir de ce genre de conditions. D'ailleurs, et je pense que c'est assez bien dit dans le livre, et je vais revenir au sujet de la vidéo du début, je veux que vous compreniez bien une chose quand même dans la démarche que je lui fais faire. Je vais d'ailleurs prendre un nouveau truc pour vous l'écrire. Notez quand même quelque chose d'hyper important. Moi, je vous apprends à faire de l'immobilier comme base, c'est-à-dire que en 1, les deux sont salariés. C'est-à-dire que je ne vous vends pas de la magie, quoi. Je vous vends une réalité. En 1, il te faut un salaire. Si tu n'as pas de salaire, il te faut un capital. Parce que c'est ce que je veux que tu comprennes. Dans mon livre, tu vas voir que moi, je n'avais pas de salaire. Donc, forcément, j'avais un capital.
Il n'y a pas de magie en fait. Et si, par mégarde, tu n'as pas les deux, dans ces cas-là, il te faut un associé. Parce que c'est possible. Moi, il faut comprendre que ta situation de base, elle doit se conditionner en fonction de ton statut. Dans le livre, tu vas voir mon statut de départ et tout. En deux, et c'est ce que je leur fais faire, je les fais investir dans ce que moi j'appelle, je vais l'écrire en jaune, et ça tu le vois dans le livre, du récurrent. D'accord? Le récurrent, si tu peux appeler ça aussi des intérêts. C'est quoi le but de ces intérêts? C'est en fait finalement de venir remplacer ton salaire. Mais ici, je vais mettre une subtilité qui est importante. La subtilité, c'est que moi, j'appelle pas ça un salaire. Et j'appelle ça ce que certains appellent l'alimentaire. Pour moi, tes intérêts, dès l'instant que tes intérêts sont égaux à ton alimentaire, c'est OK. Pourquoi? Parce que si tu as l'alimentaire, tu peux faire ce qui va te rendre riche en fait. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Qu'est-ce qui va te rendre riche? C'est d'entreprendre. Oh, il y a eu un bug. Donc en gros, qu'est-ce que je leur fais faire? Et c'est ce que je te conseille de faire. En un, c'est, voilà, ça tu te débrouilles. J'ai envie de te dire presque, c'est pas mon problème, c'est le tien. Et ça, c'est à toi, c'est ta partie à toi, c'est à toi de te débrouiller avec ça. Voilà, personne ne peut rien pour toi à ce niveau-là. Soit tu as un travail, soit tu as un capital, soit tu as les deux. Ça existe aussi. Soit tu n'as aucun des deux. Et dans ces cas-là, tu trouves un associé. Mais il te faut une situation de base qui débloque l'investissement. Tu investis, ce que je suis en train de leur faire faire, je leur débloque un investissement qui a pour but de remplacer une partie de leur alimentaire par un revenu équivalent mais différent. En gros, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a aujourd'hui, on a donc, je t'ai dit qu'ils avaient 3 300 €. 3 300 €. On a 2 000 d'un côté et 1 300 de l'autre côté. Moi, l'objectif que je convoite actuellement, c'est tout simplement ici de leur faire générer. Donc ici, tu es d'accord avec moi, je vais mettre un R parce qu'on est sur du revenu. Et ici, je vais mettre un I parce qu'on est sur de l'investissement. En fait, mon objectif, c'est quoi? C'est que, voilà, en gros, ils puissent faire ça. Et on switch. Et en switchant, d'accord? En switchant, ça marche pas? Non, ça marche pas. Peut-être en faisant ça. Voilà. Et en switchant, une fois qu'ils auront fait ça, ah oui, je peux que le réduire. Décidément, je suis désolé. Je suis pas bon avec celui-là de tableau. Bon, on va remettre comme ça. En switchant de là à là, j'espère que tu y vois ce que j'ai fait. Je vais essayer d'aller en arrière en max. Voilà. En switchant de là à là, et ben du coup, ça leur permet de basculer dans l'entrepreneuriat. Et la personne dans le couple qui élimine ces 1 300 € parce qu'elle les a remplacés bascule sur l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est la clé après. Faire une clé vite fait, tu vois, voilà. Ça, c'est la clé de la réussite. C'est-à-dire qu'après, c'est là que ça va se jouer. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes d'investir. Ça veut juste dire que c'est ici que tu devrais arriver à générer suffisamment pour changer tes investissements. Voilà. Et donc, en l'occurrence, je suis revenu sur le sujet de départ et en même temps, tu vas trouver ça dans le livre. Lucas, ça fait partie des choses que j'explique, tu le verras très bien, mais il n'y a pas de magie. Voilà. Ça n'existe pas, la magie. La réalité, c'est qu'après, la seule chose qui existe et que tu peux apparenter à de la magie dans tout ça, c'est qu'une fois que tu vas te trouver ici, en fait, il y a ce qu'on va appeler la chance. Et la chance, elle existe. La chance, ça va être d'être au bon endroit au bon moment, d'avoir enclenché les bonnes choses qui font qu'à un moment donné, il t'arrive un truc qui va te permettre de… Effectivement, après, il y a un facteur chance qu'on peut apparenter à de la magie, mais qui ne sera que le résultat d'une succession d'éléments qui auront été mis en amont pour qu'en aval, l'événement se produise en fait. Donc ça existe, mais pour moi, ça se déclenche réellement quand on est ici et qu'on est libéré en fait. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Après, longue discussion qu'on pourrait avoir, c'est comme ça. Il a déjà eu des offres que je ne connais pas, mais elles n'ont pas eu leur prêt. Ça, Hervé, ça joue en ta faveur. Après, comme je te dis,
je ne connais pas le bien, donc je me garderai bien de te donner des conseils. C'est à toi d'évaluer ta situation. Super, merci pour tes réponses. Penses-tu qu'il faut investir dans sa région? Meilleure connaissance du marché pour un premier investissement. Alors, c'est une question qu'on me pose vraiment très souvent. Oui, moi je pense que quand tu commences, il te faut forcément, je l'ai déjà dit la dernière fois, il te faut favoriser l'action. D'ailleurs, c'est très marrant ce que tu me dis pour revenir à leur situation à eux. Là, on est indépendamment de moi dans leur région et voilà, ils font leur truc à eux. Et ici, on est la personne a pris la formation, elle travaille avec moi, elle a basculé de l'autre côté et elle est plus dans sa région. Et donc, tu vois, de façon très amusante, d'abord, une marge bien supérieure parce que du coup, on s'est pas orienté dans une région spécifique. On s'est laissé un champ libre avec bien évidemment des critères sur l'achat, mais un champ libre pour gagner de l'argent et on gagne plus. Et du coup, mais c'est un processus normal en fait. Tu peux te baser sur ce processus-là. Il a commencé. Donc, si tu veux, même s'il fait une opération blanche, il perd pas d'argent. Et regarde, opération blanche, 271 € de marge, 1000 €. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, il aurait pu, avec ta formation, passer de là à là. Moi, j'ai tendance à dire que c'est très bien un cursus comme ça. Bien sûr que j'ai des élèves qui passent de là à là ou des élèves qui ont des résultats de fou. Et c'est pas la question, en fait. Le truc, c'est que là, on est face à un couple. Peut-être que dans le couple, il y avait un des deux qui était plus réticent et que du coup, pour que les choses se fassent, il faut passer par ces étapes. La vérité, c'est qu'on a tous notre vie et que ce qui compte, c'est d'agir. C'est que cet escalier-là, que ce processus-là, il ait lieu. Et pas se dire, ah oui, ça aurait pu, non, ça a lieu, c'est bien. Donc oui, ça pourrait se passer autrement, mais ça se passe autrement pour d'autres personnes. Ça dépend des gens, de leur appétence au risque, de leur capacité à enclencher de l'argent dans des situations plutôt que d'autres. Donc voilà, écoute, ce que je veux te dire, c'est que on a typiquement quelqu'un qui a commencé dans sa région, qui s'est excentré et qui va sûrement encore s'excentrer. Tu commences par l'endroit qui te permet d'agir et après tu évolues en fonction de ce que tu ressens. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait de t'éloigner de chez toi, ne t'éloigne pas. Si ça ne te pose aucun problème et que tu es quelqu'un qui l'accepte relativement rapidement et que ça ne t'empêche pas de passer à l'action même si tu n'es pas chez toi, ben fais-le en fait. Mais très sincèrement, personnellement, j'ai tendance à croire, c'est ma croyance personnelle, qu'on est plus à l'aise au début quand on investit chez soi. Ça fait déjà suffisamment peur quand on ne connaît pas l'investissement d'investir en soi, de passer à l'action. Donc, ne nous rajoutons pas des difficultés de plus. Commence par le faire une première fois. Là, ce que tu dois retenir, c'est qu'il a investi dans sa région, il a vu comment ça marchait, il a plus peur en fait de passer cette étape. Parce que du coup, il a tout ingéré au premier truc. Là, il s'est amélioré parce que, alors après, je serais en position de dire c'est grâce à ma formation, mais pas que. Je pense c'est un ensemble d'éléments. La formation, ça va peut-être juste aider à mieux recentrer ses recherches, c'est tout. Après, il avait déjà de l'expérience et peut-être que la formation va peut-être plus le servir ici sur l'immeuble, tu vois. Après, ça dépend de chacun. Mais oui, donc je réponds à ta question. Moi, je crois que c'est mieux d'investir dans sa région pour commencer. Après, y rester, c'est un autre problème. La première partie du livre est pertinente pour une lecture de vacances sur la plage avec un verre de rosé à la main. Pour la deuxième, partie très intéressante aussi, il faut être bien concentré. Merci Nico, mais c'est exactement ça. La première partie du livre, c'est pour revenir sur le bouquin, on est vraiment sur un truc, ça se lit, c'est une histoire, hein, c'est mon histoire. Donc après, voilà, modestement, c'est mon histoire. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'en profite au passage, je peux pas le montrer. J'ai eu une critique super intéressante sur Amazon où le mec sous-entend que ce que je raconte, c'est pas vrai par rapport à mes aventures avec les chantiers où je chargeais les voitures et je les bourrais. Faut savoir que encore une fois, je l'ai souvent dit et j'ai pas mis le pire. Je peux pas le montrer là, mais je les mettrai un jour les photos. Si je te montrais les photos de mes voitures, de ce que j'arrivais à rentrer dedans, moi j'ai roulé avec des voitures où il y avait la moitié qui dépassait de la voiture. Ça m'a, voilà, j'en suis pas fier, c'est pas bien de faire ça, mais encore une fois, j'insiste, je faisais partie j'étais dans cette situation. Je n'avais pas l'argent de pouvoir me payer certaines choses, donc je faisais avec les moyens du bord. Donc quand tu fais avec les moyens du bord, tu ne fais pas que des bonnes choses. Petite anecdote que je n'ai pas racontée dans le livre et que je vais vous raconter, j'ai déplacé tous mes plans de travail dans mes voitures. Et vous savez ce qui se passe quand vous mettez un plan de travail dans votre voiture et que vous l'appuyez sur en fait, le plan de travail, j'étais assis dans ma voiture, attendez que vous voyez comme ça, j'étais comme ça, je suis assis dans la voiture comme ça. J'ai le plan de travail qui passe à côté de moi et qui vient sur le pare-brise. J'ai cassé tous les pare-brises de mes voitures. Parce que quand tu roules et que tu t'arrêtes au feu, que tu freines, le plan de travail, il est épais,
il tape au même endroit sur ton pare-brise, ça fait un éclat. Et j'ai roulé avec des voitures, des pare-brises fissurés. J'en suis pas fier. C'était pas très cool de faire tout ça. Mais c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu pour arriver à me construire un patrimoine. Et quand je leur conseille, à un moment donné, d'aller travailler dans leur bâtiment, parce que s'ils font ça, ils vont augmenter leur marge, c'est parce que je sais très bien qu'à la sortie, ils vont s'approcher de ces fameux 1 000 € bruts par mois de marge qui, cumulés avec d'autres investissements, vous donnent un pass direct pour « j'ai plus besoin de travailler ». Alors moi, je n'ai pas choisi d'arrêter de travailler. Après, c'est ça. Chacun fait ses choix parce que je pense que le boulot, quand on aime ce qu'on fait, on n'arrête pas en vérité. Ça, c'est encore un autre problème. On ne va pas en parler là. Mais c'est juste pour t'expliquer que voilà, dans le bouquin, il y a des trucs comme ça. Voilà. C'est très clair, merci pour tes explications. Merci Alain. Salut Nico, j'espère que tu vas bien, merci. J'espère que toi aussi. Petite question, penses-tu que le marché de vente de maison, donc de faire de l'achat-revente, va encore mieux marcher depuis le Covid-19 car Jardin? Merci. Alors, je vais répondre à cette question parce que oui, écoute, peut-être que tu viens pas, Jonathan, sur ces lives. Depuis le début du Covid, je me suis lancé dans ces lives et ça m'a vraiment plu. C'est pour ça que j'en ai fait une émission que je suis en train d'agrémenter petit à petit. Depuis le début du Covid, je vous le dis à tous, si vous avez le courage de vendre votre maison, vendez-la. J'ai vendu la mienne. Je ne fais pas que vous dire des choses à droite à gauche. On l'a fait. Et je vais vous dire un truc qui est peut-être dur à entendre, mais qu'il faut que vous entendiez. C'est très difficile pour ma femme. Ma femme préférerait qu'on soit propriétaire. J'ai été propriétaire de ma RP durant toute ma carrière d'investisseur. Ce qui prouve aussi que je n'ai pas la même vision de ce sujet-là que les autres. On ne va pas en débattre. Personne n'a tort, personne n'a raison. Moi, je crois que si tu fais de l'immobilier et que tu n'es pas capable d'acheter ta RP, c'est que tu as un problème. Mais c'est mon opinion. Mais aujourd'hui, je suis locataire et je l'assume. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que ça n'est pas facile. Mais c'est le moment. Et oui, tu as raison. Le marché des maisons est un marché qui est porteur, surtout en ce moment. Pour combien de temps? Je ne le sais pas, mais le marché des maisons actuellement est autant en effervescence que le marché du Bitcoin. C'est-à-dire que vous êtes sur des marchés qui explosent. Et quand je vois tout le monde qui s'excite avec le Bitcoin, j'ose espérer pour vous que vous avez bien compris qu'il se passe partout la même chose en fait. Le Bitcoin, c'est ce dont tout le monde parle parce que ça fait cliquer et parce que c'est un sujet tendancieux et que n'en déplaise à tout le monde, je suis le premier à le dire. Pour moi, on est sur un marché nouveau, donc qui présente des opportunités, mais qui n'est pas encore régulé, qui n'est pas encore réglementé. C'est le Far West. Tant mieux parce que ça permet à certains de se faire beaucoup d'argent, mais les risques vont avec. Voilà, ça c'est dit. Mais sachez que les matières premières flambent, le marché de la maison flambe et que donc, oui, tu as une opportunité terrible. Mais la vérité de cette opportunité, elle est aussi liée à ta capacité à gérer ta famille, le stress et tout ce que ça implique. Tiens, pareil. J'ai eu un ami proche de moi qui vit à l'étranger, qui est en train de prendre le même cursus que moi. Bon, je l'ai aussi un petit peu infesté de ma passion immobilière. Et il m'a dit la même chose. On parlait un petit peu de là où il en était de son projet. Il est en train de vendre sa maison pour acheter des immeubles. Et moi, j'étais en train de le pousser. On s'écrivait samedi, je crois. Et j'étais en train de le pousser. Je dis, ah, c'est super et tout. Vas-y, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et il m'a répondu, oui, mais n'oublie pas qu'il y a madame et qu'à force de tirer sur la corde, je voudrais pas qu'elle casse. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui est très difficile dans la situation qu'on est en train de vivre, c'est qu'il y a ceux qui prendront le risque au détriment de leur vie de couple et de tout ce que ça implique, et il y a ceux qui ne le prendront pas. Et croyez-moi, c'est pas facile. Moi, actuellement, je suis, voilà, je vous le dis, je suis locataire, je l'ai déjà dit, on paye un loyer, on est dans une maison parce que j'ai quand même mis dans une baraque, voilà, si tu veux, c'est comme ça. On est sur des loyers, bon, je n'ai pas tous les montants en tête, mais je sais que de vivre dans cette maison, ça coûte 1 500 € par mois à chacun d'entre nous, tu vois. Donc, c'est quand même un budget. À ce tarif-là, tu peux largement te payer quelque chose, quoi. Mais c'est pas le moment d'acheter, c'est le moment de vendre. Donc oui, c'est très porteur. Faut-il que tu sois prêt à en payer les conséquences. Après, si tu as la chance d'avoir de l'argent, d'avoir les moyens de le faire sans impacter ta vie directement, fais-le. Moi, j'ai les moyens de le faire en parallèle, mais j'ai voulu le faire, tu vois, je suis un peu excessif. J'ai voulu tout mettre sur le tapis, donc j'ai joué à ça. Voilà. Merci Alain. J'ai investi dans ma ville au début, mais elle est maintenant trop chère. Impossible de trouver une bonne affaire à mon niveau. Je dois m'éloigner, mais je ne sais pas vraiment où aller. Alors écoute, ça c'est pareil. Comment je vais dire, il faut que tu saches que une ville, un secteur, ça se travaille.
J'ai pas lancé la partie. Je suis content parce que franchement, à partir de demain, on va pouvoir avoir tout un nouvel écosystème qui est au moins tout autant pas mal que l'autre. Bref, je vais y aller, c'est pas grave, on va faire ça, on va faire ça. Je vais te montrer quelque chose que je fais souvent dans les soirées Le Bon Coin. Ah, mais c'était activé, super. Ok, on s'en fout. Voilà, on va aller sur l'ami Google Earth. Un secteur, ça se travaille. Un secteur, ça se travaille. Quand je fais les soirées Le Bon Coin, je vous fais souvent des petites analyses de secteurs. Et il faut savoir que déjà, ce que je vous disais la dernière fois, j'ai parlé de Paris, Bordeaux, Lyon, Nice. Je faisais remarquer dans la précédente émission que c'était vraiment très… attendez, excusez-moi une seconde. Oui, Alex. Ben, c'est toi qui as le sac? Ah non, il est là. Pardon, excusez-moi. Je disais la dernière fois donc sur Paris, Bordeaux, Nice, je vous disais que déjà un secteur, il n'est jamais trop cher. C'est qu'après, tu n'as pas la volonté de rentrer sur ce marché-là dans les conditions du marché. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que la dernière fois, je vous ai montré à Nice que le secteur du luxe permettait d'accéder aux biens élevés, mais c'est pareil à Bordeaux et à Paris. Ensuite, là où je veux attirer ton attention, c'est que tu as un territoire, la France, et tu as tout un tas de possibilités. La vérité, c'est que tu choisis un endroit en fonction de caractéristiques que tu vas définir. Moi, comme je vous le montre dans les soirées Bon Coin, je regarde la démographie. Pour moi, c'est super important de voir si on est dans une démographie positive ou négative. Ensuite, deuxièmement, je vais regarder le taux de mortalité parce que le taux de mortalité influence la démographie. Moi, il y a une zone dans laquelle j'investis vers chez moi où on est dans une démographie négative, mais en vérité, c'est une ville de personnes âgées. Donc, il y a beaucoup de morts. Donc, en réalité, on est sur une démographie positive. Mais comme pour l'instant, c'est une ville où il y a beaucoup de personnes âgées, on n'apprécie pas réellement l'augmentation de la population. Donc, soyez vigilants sur ces points-là. Après, c'est à toi de définir tes critères d'investissement et d'aller chercher les villes qui sont le plus pertinentes pour toi. Parmi les critères que moi, je peux te donner, que je donne aux personnes autour de moi, il y en a un qui est, je dirais, hyper important, c'est le temps de déplacement. Alors moi, je vais t'expliquer comment je raisonne parce que pour te donner un ordre d'idée, j'aime bien faire des parallèles. Tu vois, là, on est sur la France. Et si tu prends mon cas, je ne l'ai pas lancé. Si tu prends mon cas, en fait, moi, je vais jusque-là, un peu après Perpignan, je fais toute cette zone-là et je remonte jusqu'à Lyon et je vais jusqu'au port de Marseille. Si je te montre ça, tu dois te dire, attends, mec, c'est énorme. Comment tu fais pour couvrir tout ça? En vérité, je vais t'expliquer quelque chose. Je ne couvre pas toute cette zone. Je ne connais pas tous les petits villages de tout ça. C'est pas vrai, c'est pas humain. Ce que je sais, c'est que par exemple, tu vois, je connais bien le marché nîmois, je connais bien le marché de Lunel, de Montpellier. Après, je vais connaître un petit peu le marché de Béziers. Je connais bien le marché de Narbonne, par exemple. C'est marrant, tu vois, je connais mieux le marché narbonnais que le marché de Bézinois. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tu me corrigeras dans les commentaires. Tu vois, je connais mieux Narbonne que Béziers, par exemple. C'est marrant, mais c'est comme ça. Je connais mieux Perpignan que Narbonne ou que Béziers. Et je connais mieux Perpignan que Montpellier. Ah, quoique non. Montpellier, je connais vraiment bien. Je connais un peu mieux Montpellier que Perpignan. Mais je connais très bien Perpignan. Tu vois? Donc après, tu te rends compte que tu as des zones comme ça sur lesquelles tu es plus à l'aise que d'autres. Pareil, je vais remonter par là, tu vois. Je connais Orange. Je connais le marché immobilier à Orange. Je connais le marché immobilier à Montélimar. Je connais le marché immobilier de Valence. Je le connais un peu. Je connais un peu le marché lyonnais, mais je ne le connais pas super bien. Je connais moins bien le marché lyonnais que le marché narbonnais. Donc, tu vois, après, tu vas avoir des zones sur lesquelles tu vas avoir ton lieu de travail. Mais tiens, toujours pareil. On va prendre le marché lyonnais, regarde. Le marché que j'aime bien d'ailleurs. On va aller à Lyon, regarde. Je connais le marché lyonnais. Je connais un peu le marché de Saint-Etienne, tu vois. C'est pas voilà, mais je connais un peu. Je connais les tarifs, je sais ce qui se négocie, je sais, voilà. Mais je vais te donner un exemple. Regarde. Tu vas sur Montpellier, j'allais dire. Tu vas sur Lyon, par exemple. Voilà. On va prendre le cas de Lyon et de Montpellier. Tu prends le cas de Lyon. Lyon, je connais un peu le marché. Je connais quelques arrondissements dans le centre, mais si tu me dis par exemple, est-ce que Chaponnost, Oulin ou Saint-Génie-Laval, c'est des bons coins? Saint-Génie-Laval, je le connais pour le coup, mais Francheville, Brenda, je ne connais pas. Brenda, je ne sais pas. Je ne connais absolument pas. Tu vois? À l'inverse, regarde, si on va sur Montpellier, par contre, Montpellier, tu vas voir que c'est pas la même, quoi. Montpellier, je sais comment ça fonctionne. Beaucoup mieux que Lyon. Et donc, c'est toi ce que tu dois faire pour sortir de ta zone. C'est pas de tout connaître, en fait, comme ta zone d'ailleurs. C'est plutôt d'aller sur certains marchés, de les connaître suffisamment pour pouvoir t'y engager.
Montpellier, Castelnau, Clapier, Jacou, Lecrès, Saint-Onès, Grabel, Saint-Georges-d'Orc, donc Lavarune, je ne connais pas. Saint-Jean-de-Védas, Latte, c'est des marchés que je connais très très bien. Donc, c'est-à-dire que sur toute cette zone, je suis capable de me débrouiller complètement, de savoir quel tarif c'est une bonne affaire, où ça n'arrive pas, les bons, les mauvais emplacements, je connais assez bien. D'ailleurs, j'aime pas Montpellier parce que je connais assez bien. Mais c'est encore un autre problème. Ce que je veux te montrer, c'est que je connais pas toutes les villes de la même façon. J'en ai pas la même appréciation, la même vision. Mais pour t'aider, hein, je dis tout ça. À toi d'avoir cette capacité à te dire, je sors et à sortir de ta zone, ne va pas à un endroit, élargis et creuse. Creuse, mais dans des secteurs précis. Et voilà. C'est où j'habite, parfait. Ok, voilà. Je t'ai envoyé les détails par mail, mais cela me confirmait ce que je pensais. Je ne considère pas le potentiel. Le marché est tendu en location, mais on est dans un bien au-dessus des 400K. Quand tu es au-dessus de tes 400K, effectivement, là aussi, il faut réfléchir à ce qu'on fait parce que c'est pas… c'est vrai que… Alors, tiens, je vais aussi… j'en profite, hein, vous n'avez pas de questions. Moi, je rebondis sur vos questions et sur ce que vous pouvez me dire. Pour moi, je vais vous donner mon opinion. Hein. Pour moi, vraiment, et encore plus aujourd'hui qu'avant, je vais mettre 350, je vais mettre 250, 100, 500, et je vais mettre 705, même pas, tu vois. Ah si, 800, allez, je vais mettre 800 et 1 million. Voilà, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Pour moi, il y a une très grosse cassure ici, là. Voilà, ici, sur tous les marchés de France, à part Paris, on va mettre Paris à part, Bordeaux, Nice, mais Lyon aussi. Mais sur tous les marchés, tu as une grosse cassure ici. On enlève les grandes villes, d'accord? Et les régions particulières. Je pense à Ferney-Voltaire, tu vois, qui est en limitrophe avec Genève. Je passe à des zones comme celle-là. On ne prend pas ces zones-là, d'accord, où là encore l'immobilier est hors de prix. Mais tu vas sur toutes les zones de France normales, tu peux te dire que déjà, il y a une cassure à 350. Pourquoi? Parce que, et même moi, j'aurais même tendance à la mettre quelque part entre 250 et 300, parce que réellement, tu as ceux qui peuvent aller ici et tu as ceux qui sont bloqués là. Et crois-moi, on est vraiment sur la répartition que tout le monde connaît. On est vraiment à ce niveau-là, on est sur le 20-80. D'accord? Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on retrouve un 20-80 ici, là. Là, ici, on se retrouve à nouveau sur un 20 ici pour un 80 là. Tu vois ce que je veux dire? Qui est décalé, en fait. Et on retrouve ce 20-80 au million ici. Où là, tu vas en avoir 80 qui vont être en dessous et 20 qui vont dépasser le million. Et après, on ne parle plus parce que ça s'envole. Qu'est-ce que je veux te dire? Tu me dis, je vais acheter un bien à 400 000 euros. Effectivement, quand tu es dans cette zone-là, là, ici, tes attentes ne sont pas les mêmes. Moi, je sais que la dernière fois, pareil, j'ai eu un client au téléphone, il m'a parlé d'un produit dans ces prix-là, il m'a donné sa marge. Voilà, l'attente n'est pas les mêmes. Pour te donner des chiffres, moi, dès que je suis là, la marge attendue pour moi, c'est 2000. Hein. Et on est sur du mini. On est sur le minimum. C'est-à-dire que si je suis là, je suis plutôt vers 400 000 euros à plus de 2000 euros de marge attendue. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Et donc, plus tu montes, plus la marge attendue, elle est haute. Et plus tu vas être incisif sur ce que tu fais. Parce que tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas immobiliser des grosses sommes d'argent et pas gagner d'argent. Parce que là, il faut comprendre un mécanisme que là, je vais évoquer et que tu vas comprendre pourquoi j'en parle jamais avant. C'est que là, les mecs, ils parlent de la fiscalité. On n'en a rien à foutre parce qu'ils ne savent pas. Parce que quand tu es là, tu es tout de suite sur des immeubles qui vont aller tabler entre 50 et 100K par an. Si tu mets ça à l'IR sur ton impôt sur le revenu, tu es tout de suite dans la tranche à 45 ou à 50. Et donc là, ça compte. Là, tu commences à réfléchir à fiscalité. Mais les gars, si vous êtes ici, là, vous ne gagnez pas d'argent en fait. Tu t'inquiètes d'une chose qui n'existe que dans ta tête. Parce que le jour où tu vas déplafonner, là, tu vas avoir les gouttes qui vont couler. Là. Tu vas dire, ah merde, j'achète un immeuble là, mais j'ai ça qui s'ajoute à ce que j'ai déjà. Ah, qu'est-ce que je fais? C'est chaud. J'ai chaud. Donc, voilà, c'est pour ça que si tu veux, c'est pas que je parle pas de fiscalité, c'est que la vérité, c'est que là, la fiscalité française, elle est très complexe, mais parce qu'elle est très complexe, elle t'offre plein de possibilités que tu peux utiliser ici facilement. Donc, te prends pas la tête. Hein. Faut t'en inquiéter. Je dis pas qu'il faut pas la regarder. Je veux pas être dans l'autre excès non plus. Tu regardes, mais c'est pas ça le réel enjeu. Dès que tu tapes à plus de 400,
Là, par contre, c'est pas pareil. Tu sais que tu as de la marge, tu sais que tu as du revenu qui va se dégréver sur ta feuille d'impôt. Donc, du coup, enfin, dégréver, c'est peut-être pas le mot d'ailleurs, qui va venir s'ajouter. Ça, dégréver, ça serait mieux. Il va venir s'ajouter sur ta feuille d'impôt. Et donc là, il va falloir commencer à se servir de ces ménèges et à faire des vrais calculs. On n'est pas dans la même catégorie. Et donc, forcément, ce décalage se paye à tous les niveaux d'ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant de se dire une chose parce que c'est rigolo. Un truc que un truc que les jeunes investisseurs n'anticipent pas, c'est que ici, tu vas pouvoir t'en sortir avec de la connaissance. Genre la formation, tu vois, par exemple, moi, dans mon programme 1 million, tu as le programme fiscalité, ça te suffira largement pour faire ce qu'il faut à ce niveau-là. Par contre, ici, il va falloir, tu vas plus payer des formations, tu vas payer des fiscalistes. Donc ici, c'est pour ça que tu as une marge attendue importante, parce que si tu n'as pas la marge pour payer le service qui va avec, pour te permettre de ne pas te faire ouvrir, alors bon, après voilà, moi j'aime à le rappeler, un patrimoine, ça s'apprécie sur un ensemble. On n'est pas en train de parler, là je parle d'un bien en fait. Donc tu peux pas dire simplement, voilà, Nicolas m'a dit qu'il fallait que j'achète un bien et que j'ai 2000 € de marge minimum. Non, il faut que tu te dises, voilà, il faut que j'ai 2000 et quelques euros de marge parce que je gagne ça. Avec ça, je vais me payer. Tu vois, il y a une vraie réflexion à avoir derrière. Voilà. Donc en gros, j'espère que tu as compris. On vous attend à Marseille avec Lotier Immobilier, aux alentours. Écoute, moi aussi, Hervé, j'attends Marseille. Marseille, c'est chaud. J'ai fait une émission dessus. C'est chaud. Salut Suprématie, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Nico, j'ai un projet de colocation, tout inclus, internet, électricité et éventuellement ménage, banlieue parisienne. Penses-tu que ce genre de location est porteur? Putain, c'est marrant. Du coup, on va en parler effectivement, mais tu vas en parler avec moi. Je vais raisonner à voix. Déjà, je suis pas un professionnel de la colocation, je veux le dire tout à fait clairement. Je n'ai jamais fait de colocation de ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu plein d'appartements, dans lesquels je pouvais faire des colocs. Je n'en ai jamais fait une seule. Il y a une seule et unique raison pour ça, c'est que à mon époque déjà, il n'y avait pas d'agence de colocation. Aujourd'hui, je vais le dire avec des pincettes parce que, tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a Fabienne qui travaille chez Lotier, que vous verrez dans ces émissions-là. Dès que je vais avoir la table, je ferai des émissions avec les commerciaux. Fabienne, qui travaille sur Nîmes, m'a dit récemment qu'il y avait une agence qui prenait la coloc. Et pour être tout à fait franc avec vous, chez Lotier, on a aussi ce questionnement autour des colocs. D'ailleurs, il faut que j'en parle avec tous les mandataires, je le ferai, parce que je ne pense pas que ce soit nous qui prendrons la décision, mais plutôt nos mandataires, parce que la coloc, c'est un vrai enjeu en fait. C'est-à-dire que pour le coup, je serais bien malotru de m'opposer aux colocs, parce que vraiment, une coloc, c'est vraiment mon principe de 1 égale 3 ou 1 égale 4 locataires, tu vois. Donc, je ne m'opposerai jamais aux colocs. Mais le problème, c'est que tu as un logement qui te génère X fois le travail lié au nombre de personnes. Donc, je vais commencer par ça. Pour moi, le premier problème de la coloc, c'est déjà la surcharge de travail pour un seul lot que ça représente. Et c'est toujours une question que je me pose, moi, dans ce genre d'investissement, la même question que je me pose pour la location saisonnière. Est-ce que c'est réellement rentable? Parce que il ne faut pas croire, le change, tu l'as toujours. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je veux dire, c'est que plus tu as de locataires, plus l'usure, elle est rapide. Plus l'usure, elle est rapide, plus vite tu dois rénover tes logements, entretenir tes logements, plus tu as de frais d'entretien donc. Et donc, est-ce que, je ne le sais pas encore une fois, j'ai jamais eu de coloc, mais est-ce que le jeu en vaut réellement la chandelle? Bref, ça, c'était les premières questions. Je vais voir après tes réactions. Voilà. Ma deuxième, effectivement, interrogation à laquelle je n'ai pas de réponse. Je vais être tout à fait franc avec toi. Je suis désolé, je suis pas du tout un pro de la coloc. C'est le Covid. Est-ce que c'est très Covid-friendly, quoi? Est-ce que réellement, bon, moi, il ne faut pas parler du Covid. De toute façon, le Covid, pour moi, on ne peut plus en parler. C'est un vrai sujet, tu vois, genre, tu as ceux en soirée qui vont te dire, ah ouais, moi, j'ai pris tel vaccin. Enfin, tu sais, ils sont là, ils te parlent d'un vaccin comme si c'était acheté le dernier téléphone. On leur a injecté un truc dans le sang, mais ça a l'air de poser problème à personne. Je ne suis pas contre le vaccin, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Simplement, je souligne le fait que d'un côté, on a les pro-vaccins qui te parlent de ça comme si c'était presque rien. De l'autre côté, on a les anti-vaccins qui te parlent de ça comme si c'était la fin du monde. Tu as les deux qui s'affrontent, on ne peut plus en parler. La problématique, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire de Covid? Moi, pour moi, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu irréaliste. Je te donne mon avis. Pour moi, le Covid, c'est ma vision des choses. Ça reste qu'une grippe et on est en train d'essayer de nous expliquer que voilà, on va régler le problème de la grippe. Je crois que la grippe, elle a toujours existé. Je pense qu'elle existera toujours. C'est mon opinion. Après, ça, c'est une opinion très personnelle. Je pense, et c'est mon avis, que
tu vas avoir un pourcentage, d'ailleurs je vais m'écrire d'une autre couleur, qui m'est complètement inconnu au moment où je te parle, de perte, qui est logique en fait. Attention, je vais modérer quand même mes propos. Je pense aussi que c'est temporaire. Voilà. Parce que quand je vois la mémoire des gens, en gros, je sous-entends que les gens n'ont pas de mémoire, je pense que la problématique du Covid est un problème qui est temporaire. C'est-à-dire que tu le vois d'ailleurs avec toutes les grandes pandémies qu'il y a pu y avoir dans l'histoire. On retrouve dans les livres d'histoire les traces des pandémies sur 2-3 ans après la maladie. Après, ça disparaît complètement. On n'en parle plus en fait. Donc, je n'ai pas non plus d'avis sur le sujet. Je te signale juste les points que je vois et dont on doit arriver à en tirer des conséquences. Mais c'est ça le travail de l'investisseur. Moi, je ne suis pas investisseur en coloc. Je te le dis direct, c'est pas mon truc. Mais si j'étais investisseur en coloc, c'est ça que j'évaluerais en fait. J'évaluerais ma perte. Donc, je me dirais par exemple, imaginons, je perds 30% de personnes. Est-ce que ça m'empêche de louer? Oui ou non? Ça ne m'empêche pas de louer. Bon, ben non. Pour combien de temps? Je perds ces 30% pour 3 ans. Bon, ben c'est bon, j'y vais en fait. Du coup, tu vas prendre des positions sur un marché où tu as des gens qui vont sortir parce qu'eux, ils vont voir le marché d'une façon différente. Et c'est là que tu vas pouvoir gagner de l'argent. Qu'est-ce que je dis? Pareil, je fais un écho à ce que je vous disais pour la résidence principale. Je vous dis quoi depuis le Covid? Je vous dis, vendez vos résidences principales. Et je vous dis autre chose que vous m'avez jamais entendu dire, et Dieu sait que je ne pensais pas le dire. Lancez-vous sur Airbnb. Ils sont tous en train de se barrer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre vos logements en haut de la tête de file. Parce que du coup, comme il n'y a plus personne, parce que les mecs, ils ont mal acheté au départ, combien il y a de gens ces dernières années à qui je disais d'ailleurs, je leur disais ouvertement, tu fais n'importe quoi. Je leur disais, tu fais n'importe quoi parce que je les voyais acheter des rendements sur des revenus Airbnb. On ne fait pas ça en fait. Le problème, il est toujours le même. Le problème, il est à l'achat. Tu achètes en considérant effectivement les problèmes. Et ces problèmes que tu prends en considération dans ton achat, tu les impactes du coup sur le prix. Ça te permet d'acheter dans les conditions qui te conviennent pour tenir le temps que l'achat évolue. Et donc, en ce moment, il faut faire ces trucs-là que la plupart sont en train de défaire. À Paris, tu as énormément de gens qui sortent du Airbnb parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont mal acheté il y a quelques temps en arrière. Et à l'inverse, tous ceux que je connais qui sont en ce moment même encore sur Airbnb, qui restent, adviendra que pourra parce qu'ils peuvent tenir, ils ont bien acheté, ceux-là, ils sont en train de se gaver. Et tu sais comment ça va se passer? Je vous l'ai déjà dit tout ça. En fait, on va sortir de cette crise. Je vais vous dire un truc aussi que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Je l'ai entendu, on a eu une discussion avec quelqu'un, on parlait de ça. Je suis assez d'accord. Je pense qu'en France, on n'aura pas la crise, pas avant 1 an après les présidentielles. C'est-à-dire que je m'explique. On est ici à l'instant T. On va dire que ici, on a le couronnement du roi. D'accord? On va avoir soit la Macronite, soit je ne sais pas quel Jean-François qui va venir prendre sa couronne. Voilà, notre bon roi. Hein. Il va venir prendre sa couronne. Eh bien, je vous le dis, pour moi, donc on est là, on va avoir ça et tu peux rajouter 1 an plus 1 an avant qu'on ait le mur. Pour moi, le mur, et je suis assez d'accord. On a eu cette discussion avec quelqu'un et on est tombé d'accord. Le mur, il est là. Voilà. Le mur, c'est-à-dire qu'on va voir la réalité économique. Pourquoi je fais une prédiction aussi comme ça? Je vais vous expliquer. Premièrement, le temps des présidentielles, on l'a déjà vu, rappelez-vous pour le Covid, ils nous ont confinés après qu'on ait voté. Je ne l'ai pas inventé, hein. Vous regardez dans le passé ce qui vient de se passer. On a été confinés le lendemain qu'on ait voté pour je ne sais quel truc. Ça m'a gavé, de toute façon, tout ça, vous le savez, ce que j'en pense. Pour moi, c'est des gens François, c'est tous les mêmes. Donc, ils ont attendu qu'on ait voté pour… Voilà, donc là, ils vont faire la même en fait. Ils vont garder toutes les injections d'argent, ils vont tout continuer à nous donner jusqu'à l'élection du roi. Quand le roi aura la couronne, si tu veux, il ne va pas plonger le pays dans le néant tout de suite. Il va se dire, bon, j'arrive, on va faire quand même en sorte que pendant au moins 1 an, au moins, il va essayer… Alors après, voilà, ce que je ne sais pas, c'est que le mur, il peut arriver quelque part par là. Mais je pense que tu peux tabler sur au moins, je n'ai pas de délai, mais il va tout faire pour qu'après son élection, après son couronnement, il ne se passe rien. Voilà. Et c'est mon opinion. Après, il y a ce qu'on veut et il y a la réalité. Bien évidemment que c'est une prédiction qui ne tient sur rien et que tu peux me faire mentir à tout moment. C'est ce que je crois parce que je pense que c'est réaliste. Donc, tout ça pour te dire que toi, il faut que tu tiennes jusqu'après le mur. Il faut franchir le mur parce que c'est là que tu vas voir la réalité de tout en fait. Et à ce moment-là, une fois que tu seras là, si tout roule pour toi, tu es sauvé. Tu passeras au travers du truc, quoi. Voilà.
Donc, est-ce que la colocation est porteuse? Ben oui, parce que c'est pas Covid friendly. Est-ce que tu es capable de tenir? Ça, c'est toi qui peux y répondre. Bonjour tout le monde. L'investissement IMO que pour défiscaliser sinon? Non, sûrement pas. La défiscalisation, c'est pas ma religion. Mais tu parles de marge à 200 euros avec quel paramètre? 10% d'apport et prêt sur 20 ans? Non, Hervé, les 200 euros de marge que tu as vu pour mon client, les 271 euros de marge avant impôt, avant tout ce qu'il faut qu'il y ait, je te l'ai dit tout à l'heure, il a eu un prêt à 278 euros par mois avec apport et un prêt à 279 euros par mois sans apport. Donc, c'est 200 euros de marge, 170, on va enlever 100 euros. Même on va descendre à 100 euros de marge nette, peut-être. Comme ça, on est plus tranquille. Je suis sûr qu'il a au moins 100 euros dans sa poche. Il les a sans apport pour 1 euro de plus par mois. Bon, il a eu une belle proposition, c'est vrai. Mais voilà. Moi, je pars sur des prêts de 15 ans. Après, ça, c'est des stratégies, Hervé. Je comprends, mais voilà. On peut s'enrichir avec ce type d'investissement. Bien sûr, comment s'enrichir en France, hormis avec l'IMO? En entreprenant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la meilleure façon de s'enrichir, c'est l'entrepreneuriat. L'immobilier, et je vous le dis depuis le départ, ça ne sera jamais qu'un support. Ce n'est pas de l'immobilier. Ça finira par devenir un enrichissement pour vous, mais au bout d'un certain temps. C'est pas avec 3 investissements que tu es riche. On va pas se mentir. On va pas faire genre, oui, il a de l'argent. Là, regarde, tu prends mon client, il a de l'argent. Par rapport à sa situation d'avant, on peut dire qu'il aura un capital. Je peux même aller jusqu'à te dire qu'il va être assis sur une centaine de milliers d'euros. Mais avoir 100 000 euros sur un compte, ça ne fait pas de toi quelqu'un de riche. Ni 100 000, ni 200 000, ni 300 000, ni 500 000. Tu n'es pas riche. Je suis désolé de le dire. C'est peut-être choquant pour beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas. Mais la vérité, c'est que même avec 500 000 euros sur tes comptes, tu n'es pas riche. Tu commences à être riche quand tu commences à avoisiner le million d'euros, soit en possession nette, soit quand tu les as sur un compte. Et encore une fois, je l'ai pas assez dit ça, mais je vais le répéter. Il y a une énorme différence entre ceux qui ont 1 million d'euros de liquidité et ceux qui ne les ont pas. Donc, il y a beaucoup de paramètres pour réellement se considérer comme étant riche. La richesse, la vraie richesse, celle que tu as en tête, celle qui te permet de te payer ce que tu veux quand tu veux sans te poser de questions, celle-là, elle demande du travail. Et l'immobilier, ça doit être un support. C'est-à-dire que quand je vous dis la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches, ils savent quoi faire de leur argent. Ben, c'est ce que je vous apprends à faire ici. Regardez. C'est l'entrepreneuriat qui va vous rendre riche. Pourquoi? Parce que si mon client, il entreprend et que son argent qu'il gagne, il le met dans son immobilier, ben devinez ce qui va se passer. Dans 10 ans, il est riche. Il n'est pas riche parce qu'il est que entrepreneur. Il n'est pas riche parce qu'il est que investisseur. Il est riche parce qu'il est les deux. Il est riche parce que quand il gagne de l'argent, il sait où le mettre. Il est riche parce que il a un processus pour son argent. Il a une destination. Qu'est-ce que tu fais de ton fric? Tu le prends et tu le dépenses. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu le prends et tu le mets sur ton compte. Peu importe qui tu es, peu importe qui m'écoute en fait. La plupart des gens ont ce comportement-là. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont de ce côté et qui font ce que je leur apprends et vous qui ne le faites pas en fait. Alors quand je dis vous, il y en a parmi vous qui le font. Mais elle est là la grosse différence. Elle est de bien comprendre ce petit mécanisme en fait. Et tu le trouveras dans mon livre et tu le trouveras dans tous mes contenus. Et c'est ce que j'essaye de vous répéter parce que même si vous faites que ça, vous me remercierez en fait. Juste, l'immobilier ne te rendra pas riche, c'est juste là où va ton argent. Ce qui te rendra riche, ça sera toujours ton travail en fait. Et je vous le dis depuis le premier jour, hein, c'est pas une fin, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est pas une fin. La fin, elle est là. Elle est ici, la fin. Regarde, je vais te donner un exemple. Tu veux que ta boîte, elle marche? Ben, il faut mettre 50 000 balles dedans. Ah ben, je les ai pas. Ben, si tu fais de l'immobilier, si tu les as. Tu prends une garantie sur un bien. Tu peux faire un crédit parce que le banquier peut hypothéquer quelque chose. Tu as une source de revenus que tu peux aussi investir dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc l'IMO te rendra riche sur le long terme, oui, mais à court terme, non. Et le court terme, c'est l'entrepreneuriat. C'est pas l'IMO. Je pense que j'ai répondu à ta question. Hervé, tes paramètres de calcul de marge emprunt. Moi, écoute, ma marge, elle est très simple. Je prends le revenu. Moi, ma marge, je la calcule comme ça. Après, il y a 2 calculs que je peux faire rapidement. Soit je déduis, ou soit j'inclus le foncier. Ça dépend après des différents montages, parce que tu n'es pas sans savoir que le foncier, tu peux le déduire. Donc après, ça dépend. Moi, par exemple, c'est en société, le foncier, je le déduis. Donc, est-ce que je compte le foncier? C'est un grand débat. Je ne vais pas en parler ici. Mais en gros, ma marge, c'est quoi? C'est pourquoi je calcule la marge. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que on ne prend pas tous l'argent de la même façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la marge. Parce qu'après, moi, derrière, dans ma tête, je sais comment je prends l'argent. Donc, si tu veux, une fois que j'ai ta marge, moi, je connais, mais je connais pas la tienne, en fait. Donc, moi, la marge, c'est juste le montant de revenu des loyers, moins le prêt. Tout le reste, après,
Selon le montage que tu as, il dépend de ton montage en fait. Donc, c'est pas la peine qu'on en parle. Parce que si tu es à l'IR, ben oui, effectivement, là, on n'a pas fini la déduction. Mais si, comme moi, tu es en société, ben là, c'est plus pareil. Parce que moi, je sais déjà ce que je prends sur mes sociétés. Donc, moi, en fait, la marge, quand je la prends, je l'ajoute. Parce que, en fait, comme je prends déjà de l'argent sur mes sociétés, si je rajoute des immeubles, je vais pas prendre plus, en fait. Moi, aujourd'hui, je travaille pas pour avoir, comment dire, je travaille pas pour augmenter mes revenus personnels. Je travaille pour augmenter le chiffre d'affaires de mes sociétés. Donc, ça fait qu'on est tous très différents en fonction de nos façons de gérer notre argent et de gérer notre patrimoine. C'est pour ça que ma marge, elle est calculée comme ça. Parce qu'après, j'ai envie de te dire, je suis désolé, mais chacun a sa problématique qui lui est propre. Si tu gagnes 100 000 euros par an, tu vas pas traiter ton patrimoine de la même façon que si tu gagnes 20 000 euros par an. Et c'est normal, en fait. Donc, voilà. Ouais, mais j'ai le sentiment que les gens qui ont été confinés ne veulent pas, peut-être plus être seuls. En fait, je ne fais que le supposer. Alors, je suis d'accord avec toi. Il n'empêche que tu as des gens qui ne veulent plus être seuls, mais qui vont avoir une tendance comment je vais dire, à demander à leurs proches des comptes, enfin, comment dire, des comptes sur leur état de santé. J'ai des amis qui ont été invités par la famille proche à eux, pas leurs parents, mais de la famille proche, et ces proches leur ont demandé de venir avec un test PCR. Et ça, tu peux pas l'empêcher. Donc, tu as des gens qui seraient peut-être pro-colocation, qui aujourd'hui, à cause de la maladie, ne le seront plus. C'est pour ça que je reviens sur la coloc, parce que là, c'est ton sujet, et je comprends très bien ton questionnement, et je vais te le redire. Il est intéressant d'avoir une notion du pourcentage de perte que ça représente. Si la perte, elle est minime et qu'elle n'a aucune conséquence pour ton business, on s'en fiche, tu continues, aucun problème. Mais si la perte, elle est par exemple de 50% de ta clientèle, parce que tu as 50% des gens qui vont pas vouloir rentrer dans une coloc parce qu'ils vont vouloir être rassurés en termes de maladie, bon, ben là, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'un marché, il évolue et donc il faut s'adapter à lui, quoi, tu vois. Que pensez-vous du marché de la côte basque? Monnaie. Super marché, mais monnaie. Ça coûte cher. Ça coûte cher la côte basque. Très bon marché. Alors, comment s'enrichir avec l'immobilier en France? Je l'ai expliqué la dernière fois. En immobilier, de la même façon, tu as de l'entrepreneuriat. Donc, tu fais de l'entrepreneuriat dans l'immobilier. C'est-à-dire que tu fais de la location d'un côté et de l'autre, tu vas faire du marchand de biens. Tu vas faire de la promotion immobilière. Tu vas faire de la location saisonnière, parce que la location saisonnière, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, tu développes une activité commerciale en parallèle d'une activité d'investisseur. C'est aussi simple que ça, en fait. Tu gardes ce que je t'ai dit, mais tu l'adaptes. C'est rien. Aux USA, il est possible de s'enrichir uniquement de l'immobilier par de l'immobilier. Alors, oui, mais tu n'y as pas accès parce que pour aller aux USA, il te faut un credit score, ça s'appelle. Il te faut avoir une société, un visa. C'est un marché qui est effectivement bâti sur un autre système que le nôtre. C'est un autre système financier, bien que faut savoir qu'en France, on a tout à fait conscience de ce système et que on est relativement bon financier, les Français. Ça, c'est encore un autre problème. Mais oui, tu as raison, c'est un autre système. Après, aux États-Unis, quoi. Mais dis-toi qu'aux États-Unis, il n'y a pas réellement de financement à 110%. Et les taux sont plus élevés parce que eux, à la différence de nous, ne savent pas perdre de l'argent. Les taux négatifs actuels que tu as en France, tu ne les as pas aux États-Unis. Mais oui, tu as raison. Effectivement, le marché américain est différent de notre marché, mais tous les marchés anglo-saxons. En fait, tu as le marché européen. C'est pour ça qu'on dit la vieille Europe. On finance les biens par de la dette. Donc, en fait, on regarde en gros les endettements des pays et on se refinance en fonction de notre taux d'endettement. Voilà. Et les États-Unis, ils financent par capitalisation. Mais qui dit capitalisation dit capital. Donc, ça veut dire que tu as les avantages et tes inconvénients. Aux États-Unis, tu vas devoir te taper 3 boulots pour générer du capital. Et quand tu auras tes 3 boulots, tu auras un capital pour pouvoir acheter. En France, tu peux trouver des financements à 110%. Ça n'existe pas aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais marché. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Encore une fois, de toute façon, tu peux t'enrichir dans tout. Tu es focalisé sur l'immobilier, mais tu peux t'enrichir sur la bourse. Tu peux t'enrichir dans tous les métiers du monde. Moi, l'immobilier, c'est un métier que j'aime. Au demeurant, j'y gagne aussi de l'argent. L'un va avec l'autre et ça me plaît. Mais dans tous les métiers, tu peux gagner de l'argent. Après, je comprends ce que tu dis et je suis d'accord, mais il se trouve qu'on est en France. Donc, à moins que tu y ailles, je peux pas trop t'aider, quoi. Ouais, alors Khalid, tu me poses une question, déduire le foncier. Le foncier, tu le déduis en société.
parce que tu le déduis pas, et encore que si tu es au microfoncier, tu le déduiras pas, tu es à 30%, mais le foncier, dans les sociétés, moi j'ai des entreprises, il faut que vous compreniez que on a, encore une fois, voilà, chacun ses montages. Moi, sur mes sociétés, le foncier est déductible. Il ne l'est peut-être pas vous dans votre montage à vous, mais moi, il l'est. Donc, c'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'on a chacun nos montages et que chaque montage, en fait, implique des résultats différents. Il n'y a aucun problème, en fait. Une entreprise, c'est pareil. Dans des sociétés, selon la nature de ta société, tu ne vas pas pouvoir déduire de la même façon les travaux, en fait. Les travaux se déduisent de façon différente en fonction du type de société avec lesquelles tu exploites tes biens immobiliers. Il y a plein de subtilités. Gardez en tête qu'au départ, vous n'avez pas besoin d'avoir des sociétés. Franchement, là, vous prenez, si on reprend leur cursus à eux pour rester dans le cœur de la vidéo, ici, on est sur un couple qui achète en nom propre. Alors oui, ils sont rentrés dans le programme. Oui, on a élaboré une stratégie. Oui, ici, je leur ai fait créer une société parce que je suis très société. C'est vrai, je ne vais pas vous le cacher, mais il faut que vous compreniez que c'est pas obligatoire. Je leur avais dit avant, mais dans leur cas à eux, il y avait une problématique d'anticiper la fiscalité parce que je connaissais leur étape d'après. Donc du coup, après, c'est toujours pareil. Quand tu sais où vont les gens, en fait, si tu veux, quand tu sais où va quelqu'un, ben, tu peux anticiper ce qui va se passer, surtout quand tu as pris le même chemin en fait. Donc je lui dis, ben voilà, si tu fais ça, ça, ça et ça, globalement, fiscalement, on devrait bien s'en sortir et ça te permettra de faire ce que tu veux. Donc après, je ne vais pas rentrer complètement dans ce que je leur ai conseillé, pas que je ne veux pas vous partager, mais c'est qu'après, tu comprends bien qu'il y a quand même certains éléments à respecter. Mais ce que je veux te dire surtout, c'est que ce qui compte, c'est de savoir où tu vas, de bien comprendre là où tu en es et de comprendre que dans leur cas, ils ont commencé en nom propre. Et j'insisterai jamais assez. Quand on commence, on fait simple, basique, simple, efficace. On favorise l'action. Si là, ils avaient commencé par une société, ils n'en seraient pas là aujourd'hui et ils ne seraient pas en train de préparer ça. Il faut bien le comprendre en fait. Et c'est ça que j'aime pas dans tous ces trucs-là, c'est parce qu'après, tu poses des questions et c'est normal, je te réponds aux questions et tu vas dire « Ah oui, alors moi je vais créer une société. » Mais non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que, encore une fois, en fonction de ce qu'ils m'auraient dit, en fonction de ce qu'ils auraient déduit de leur interprétation, de ce qu'ils ont vu de la formation, eh bien, j'aurais pu leur conseiller autre chose. Et il faut que tu comprennes qu'il y a des clients à qui je ne conseille pas du tout de faire des sociétés. Hein. Après, on discute, voilà. Et donc, c'est très, c'est très aléatoire. C'est vraiment pour moi l'immobilier, l'entrepreneuriat, tout ce que tu peux faire dans ta vie est lié avec tes objectifs. Tu as des objectifs, tu dois savoir où tu veux aller, tu dois savoir ce que tu attends de ton patrimoine, là où il t'emmène. Et une fois que tu as ça, on peut construire autour une stratégie. Et pas l'inverse, en fait. Donc, ne vous trompez pas. Quand je vous donne là, vraiment, dans cette étude de cas, les deux éléments que je veux que vous reteniez. Le premier, c'est qu'en 2021, c'est toujours possible de vivre de l'immobilier, bien que vous avez bien compris qu'il n'allait pas en vivre complètement puisque je lui fais créer une entreprise et que l'entreprise complétera ses revenus immobiliers pour devenir finalement la destination de son argent, premièrement. Et deuxièmement, je voulais aussi que vous reteniez qu'on est en 2021, on est au Covid et on a quelqu'un ici qui a un financement à 110%, même si je ne suis pas le plus grand des partisans du financement à 110%. Je vous montre que je sais le conseiller à mes clients et surtout, je vous montre que c'est possible de l'avoir. C'est ça que je voulais que tu gardes en tête. Ma question est, quand tu dis 2000 de marge de loyer pré-foncier charge, quel est le rapport à quelle durée? Non, comme je t'expliquais, pour les 2000 euros, c'est sur des immeubles à plus de 400 000 euros. Attention, Khalid, suis, ça va pas du tout. Je vais venir et je vais te punir. Je rigole. Non, rappelle-toi. On a Hervé, si je dis pas de bêtises, qui me parlait d'un immeuble qu'il était en train de négocier, sur lequel il voulait avoir mon opinion. Et en fait, j'ai dérivé sur mes attentes par rapport au montant. Voilà, j'en étais là. On était là. Et j'avais donc expliqué que au-delà de 350, même si j'ai mis la barre un petit peu haut, parce que comme j'ai précisé avant, la barre, elle se situe plutôt entre les 250 et les 300 en réalité. Mais bon, voilà, en fonction de l'apport, je sais que ici, on a énormément d'investisseurs. Le gros du débutant, il est là, en fait. Ici, dans cette partie-là, tu vas retrouver 80% des débutants. Ils se trouvent ici. Alors, à moins de 100 000, je t'en parle pas. C'est le cœur du marché presque. Et au-delà plus tu vas t'approcher de 350, moins il y a de débutants, mais c'est là où il y a le plus de débutants. Et au-delà des 300, et donc j'expliquais que pour moi, sur un immeuble qui va tabler dans les 400, 500, on est à minimum 2000 euros de marge attendue, c'est le mini. Et après, quand tu ajoutes de l'apport, quand tu vas ajouter des trucs, il faut gagner plus. Après, ça va dépendre du prix, ça va dépendre, comme tu dis, du prêt que tu choisis, de la durée, etc. Mais pour moi, quand je visite,
mes offres, tout est calculé pour que j'ai au moins ça de marge. Voilà. Voilà, donc toi, tu as commencé en société, ben moi aussi, mais pareil, situation perso oblige. Peut-on créer une société à l'IS de marchand de biens? Les sociétés de marchand de biens sont toujours à l'IS. Ça n'a pas une société de marchand de biens, c'est une société commerciale. Il n'y a pas d'IR en marchand de biens, tu es forcément commerçant. Après, tu peux, par contre, et ça c'est vrai, faire un achat-revente sur des sociétés à l'IR, mais du coup, tu es très bancal juridiquement et tu peux là te prendre un PV parce que du coup, un PV, tu peux te faire redresser, pardon, c'est pas vraiment un PV, c'est un peu pareil, mais tu m'as compris. Tu peux avoir un redressement fiscal parce que tu as abusé d'une situation, ben, tu as acheté avec l'intention claire de revendre. Mais les sociétés de marchand, c'est que des sociétés commerciales, c'est forcément à l'IS. Holding égale plus de compta aussi. Oui, mais c'est ce que je sous-entendais là tout à l'heure quand je te disais que ça me fait rire parce que ceux qui sont là, ils hésitent à payer les formations qui peuvent leur permettre justement de gagner de l'argent, mais ils évaluent mal aussi que quand ils sont là, comme tu vas devoir basculer, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu tables sur des immeubles qui commencent à taper dans des revenus comme ça, on est dans du revenu entre 50 et 100 000 euros l'année, du coup, en fiscalité, tu te fais ouvrir, mais aussi en compta, en frais annexes, etc. On est complètement d'accord. Mais de toute façon, ben, l'argent, c'est à ce mode de fonctionnement-là, c'est-à-dire que plus tu en gagnes, moins tu es capable de tout faire seul. Donc, du coup, plus tu as de frais, donc du coup, tu dois en gagner plus. C'est des cercles, en fait. La vie est un cercle. C'est pas ça, toi. Entreprendre ou être salarié dans l'immobilier aide à être en première ligne pour mieux investir dans ce domaine. En théorie, Nico, tu as complètement compris mon état d'esprit. C'est vrai que moi, je me suis mis dans l'immobilier aussi au niveau entrepreneurial parce que du coup, je favorise, enfin, tout est lié, en fait. Ça se relie à l'arrivée et ça optimise l'ensemble. Mais c'est un choix. Parce qu'après, tu vois, je commence à arriver vers mes 40 ans et mes idées cinématographiques sont tout le temps dans ma tête et tournent de plus en plus dans ma tête. Et du coup, il y a un moment donné, il faudra bien que je fasse quelque chose avec. Donc, du coup, il y a l'argent que tu gagnes, ta volonté, tes projets, tes rêves, etc., etc. Donc, bien sûr que c'est plus intelligent de travailler dans l'immobilier quand tu peux le faire parce que si tu travailles dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur, même qu'en tant que mandataire, tu prends un mandataire, il est en première ligne pour faire des affaires. Il est en première ligne. Donc, si tu te mets mandataire, tu vas peut-être le faire, mais au bout de 10 ans, tu auras tellement bien chargé la mule parce que tu étais en première ligne que bim, ta bascule, elle se fera plus facilement, tu vois. Et voilà. Oui, besoin d'un expert comptable pour les comptes annuels. Ah ben ça, je te le fais pas dire. Bonjour Nico, pourrais-tu me répondre à mon message? Oui, t'inquiète, j'ai peur de ne pas prendre la bonne décision pour débloquer. Merci, Joe Budget. T'inquiète, j'ai prévu de t'appeler en fin de journée d'ailleurs, pour tout te dire. J'appelle en anonyme, Joe. Je n'ai pas de souci, mais je t'appelle en fin de journée. J'ai pas eu le temps. Je t'avoue que les journées s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. Comme je te dis, j'ai l'impression d'avoir travaillé tout le week-end. Samedi, on a fait le point sur le chantier. Le soir, je suis allé en soirée. Certes, je suis sorti, mais j'étais avec un ami qui est aussi un collègue de travail avec qui on a fini par parler boulot. Et hier, comme vous l'avez compris, j'ai eu des clients au téléphone. Super. Et je vous avoue que j'attaque cette semaine un petit peu fatigué, mais ce soir, je vais dormir. Demain, ça ira mieux. J'aurai la pêche et la patate. Et encore, pour un mec fatigué, je trouve que je déconne pas trop en termes d'énergie. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, écoutez, je pense que si vous êtes d'accord, si mon truc veut bien, ah oui, d'accord, il est complètement, voilà. Je pense que si vous êtes OK, on est bien. J'ai normalement répondu à toutes vos questions. Merci d'être toujours aussi nombreux. N'oubliez pas donc demain, il n'y a pas de live le mardi. On sera comment on appelle, on sera en podcast. Donc sur l'application podcast, vous allez sur le site. Pour tous ceux qui veulent le livre, vous allez sur Amazon, vous tapez riche. J'ai une très grande nouvelle. Après des mois, même j'ai envie de dire des années, parce que ça fait au moins 1 an. Il est sorti en août 2019, ce livre. Donc, il faut que vous sachiez que depuis août 2019, je bataille pour qu'il soit à Cultura. J'ai vraiment bataillé et ça m'énerve parce que je vois plein de livres à Cultura, mais pas le mien et ça m'énerve. Et depuis ce matin, j'ai reçu le mail. Ça y est, bon, je les ai un peu harcelés, c'est vrai, en 1 an et demi. Mais ça y est, je crois que je tiens le bon bout. C'est pas fait. Mais je tiens le bon bout, donc bientôt il sera à Cultura et j'en suis super content. Ça aura été une belle bataille. Voilà. Je vous tiens aussi au courant, je perds pas espoir. J'espère vraiment pouvoir vous annoncer que les 2 experts qui doivent écrire, alors oui, je vous tiens un petit peu au courant quand même rapidement sur le prochain livre sur les crises financières. J'ai bon espoir pour que les 2 experts qui doivent m'écrire dans ce livre puissent commencer à bosser correctement dessus dans les semaines qui arrivent. Et là, une fois qu'on en sera là, ça va arriver très vite derrière. Voilà. Donc, je voulais quand même vous le dire parce que c'est vrai que j'aurais vraiment galéré, mais j'ai 2 super experts qui vont venir coécrire le livre avec moi. Je suis vraiment très content. J'ai pas du résultat parce que je l'ai pas encore dans les mains. Je vais le découvrir avec vous, mais déjà très content de les avoir parce que je sais qu'on va vous fournir un boulot
qui va non seulement vous aider en dehors des crises à avoir un comportement, une vision de votre patrimoine très singulière, peut-être un petit peu excessive, je l'admets, mais au moins elle vous fera réfléchir. Et en même temps, vous aurez une appréhension, je pense, originale de la gestion financière en période difficile, quoi. Voilà. C'était un petit peu mon objectif de ce livre, donc j'espère que je le remplirai complètement. Sandra a raison, likez s'il vous plaît, partagez ces vidéos, parlez-en autour de vous parce que ça m'aide beaucoup. J'essaye de vous faire du bon contenu. À 18h, je suis au notaire, sinon parfait, avec plaisir. Ben écoute, ce sera tout à l'heure. Merci à tous, je vous dis à très bientôt. Ah oui, dernier point, cette semaine, j'espère que je vais vous la sortir. Il y a une énorme vidéo sur une arnaque immobilière qui est juste exceptionnelle. J'ai essayé de la couper au maximum, mais elle va durer 45 minutes, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va bien se marrer. Je compte aussi sur vous là-dessus parce que il y aura eu un très gros boulot. La formation pour les mandataires dans la programme va arriver très vite aussi puisque tout est en cours. Donc, tout va arriver en même temps, mais ça sera super cool. Merci, bonne journée à tous et investissez. Salut.